Eh bien, mesdames, messieurs, chers confrères, chères consoeurs, chers collègues, monsieur le professeur, c'est un honneur et une joie profonde pour moi, comme administrateur délégué du Collège Belgique, de vous présenter ce soir le conférencier, bien entendu, mais aussi de vous accueillir pour cette reprise des activités du Collège Belgique après l'été. Vous le savez, le Collège Belgique ne fonctionne pas sur le mode d'une année académique, nous fonctionnons sur le mode d'une année civile, de janvier 2024 à décembre 2024. Mais enfin, nous pouvons nous dire qu'après l'été, nous sommes un peu séparés et que c'est un bonheur de revoir le public du Collège Belgique pour ce deuxième semestre de nos activités, qui sera un semestre évidemment extrêmement riche, avec de grandes activités, avec des conférences extrêmement importantes, ici bien entendu à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, puisque vous savez que le Collège Belgique assure la diffusion des savoirs critiques en Wallonie. Et sur le plan de nos activités en Wallonie, me permet de vous signaler un événement assez important qui aura lieu au mois d'octobre à Namur et que vous retrouverez dans le programme, qui est la création d'une chaire des mondes baroques. Nous sommes très soucieux, et dans ma qualité d'administrateur délégué, je suis soucieux d'avoir des partenariats avec des institutions stables, et vous savez qu'à Namur, nous avons la chance d'avoir le Cavema, nous avons aussi une salle de concert tout à fait prestigieuse, le Grand Manège, et il y a actuellement, avec le chœur et l'orchestre de chambre de Namur, il y a un grand chef d'orchestre qui s'appelle Maestro Garcia Alarcón, qui donc a une activité extrêmement importante dans le domaine de la musique baroque à Namur, et il nous a semblé donc que nous pouvions créer à Namur une chaire des mondes baroques qui va donc étudier ce monde très particulier du baroque sur le plan de la littérature, de la musique, de la théologie, des spiritualités, des arts, de l'architecture, des genres aussi. Et nous aurons donc à Namur une chaire comme nous en avons ici à Bruxelles, chaire du Québec, chaire de l'Agence universitaire de la francophonie et encore bien d'autres. Et donc, je vous souhaite, après cet été, qui je l'espère a été fructueux et reposant pour chacun d'entre vous, je vous souhaite donc une bonne reprise de nos activités au Collège Belgique. Alors ce soir, nous recevons un conférencier tout à fait remarquable qui a écrit donc un ouvrage tout à fait fabuleux sur les iguanodons de Bernissart, et c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire qu'après cette conférence, le professeur assurera pour ceux qui le veulent une dédicace de son album, donc vous pourrez à la fois le rencontrer et aussi recevoir une dédicace de ce très très bel album extrêmement riche, qui est une des grandes réalisations aussi du service des éditions de notre académie, que je me permets de remercier d'ailleurs, comme je le fais aussi pour l'équipe des collaborateurs du Collège Belgique. Et donc, c'est le professeur Godefroy qui a écrit cet ouvrage sur les iguanodons de Bernissart. Alors, il a commencé son parcours académique et scientifique en étant d'abord licencié, nous dirions aujourd'hui masterisé en sciences zoologiques à l'Université catholique de Louvain, et il est devenu ensuite donc docteur en sciences géologiques et minéralogiques, toujours dans cette même université, et il a réalisé une thèse de doctorat extrêmement importante qui avait marqué les recherches sur les reptiles marins. Alors il a été aussi, et il est toujours d'ailleurs paléontologue à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, et c'est là où depuis plus d'une trentaine d'années, n'est-ce pas, vous effectuez vos recherches avec une activité scientifique extrêmement importante. Je dois aussi vous dire que le professeur est depuis l'année 2013, c'est-à-dire plus de 10 ans déjà, le directeur opérationnel de la direction Terre et Histoire de la vie, qui est donc un département important de l'Institut des sciences naturelles. Et enfin, je l'appelais tout à l'heure mon cher confrère, car de fait, il est déjà depuis 2015 membre de cette académie, il est membre titulaire, il est membre donc de la classe des sciences
science, et c'est un académicien extrêmement actif et soucieux de la vie de l'Académie et bien entendu du Collège Belgique. Alors, ce soir, il va vous parler des iguanodons de Bernissart, et c'est pour moi aussi l'occasion de dire qu'au fond, au cours de ces dernières années, ces recherches se sont vraiment concentrées sur des questions relatives à la biodiversité des dinosaures ornithopodes d'Europe et d'Asie, mais aussi une activité de recherche autour d'un thème qui peut faire rêver, c'est l'évolution du plumage chez les dinosaures non-aviens. Quel beau thème de recherche et quel honneur pour la science. Et c'est donc avec le fruit de toutes ces recherches qu'il vient donc de publier aux éditions de l'Académie ce très beau livre qui est vraiment, chers professeurs et chers confrères, un ouvrage extrêmement important sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan didactique et sur le plan de la pédagogie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes nombreux ce soir pour écouter le professeur. Chers confrères, merci infiniment par avance pour votre conférence, et je vous donne la parole pour une conférence qui durera à peu près 1h30. Puis après, il y aura comme toujours une interaction avec la salle pour terminer la séance aux alentours de 19h. Et puis alors, il y aura la possibilité d'acheter le volume et d'avoir la dédicace de son auteur. Merci par avance. J'ai juste oublié de prendre un micro. Ah ben, il y en aura. Écoutez, un tout grand merci pour ces mots d'introduction, ces louanges. Et un tout grand merci pour être venus si nombreux à cette conférence. Je pense qu'on est à peu près sold out. Voilà, pas d'habitude. Bon, comme notre confrère nous l'a rappelé, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans cette vénérable institution qu'est l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Et tous les jours, j'ai la chance de côtoyer ses amis. Ce sont devenus des amis. Ce sont les iguanodons de Bernissart, qui sont vraiment les joyaux de l'Institut, du muséum de l'Institut des sciences naturelles. Notre institution est connue à peu près partout par le monde, notamment grâce à cette collection absolument exceptionnelle. Petite anecdote. Donc, dans les années 1980, la commune de Bernissart, là où on a découvert les iguanodons, voulait placer le long de l'autoroute, le long de la E42, un panneau rappelant c'est ici que les iguanodons ont été découverts. Pas de chance, ça a été refusé. Cette demande a été refusée à l'époque par le cabinet de Michel Dardenne, qui avait en charge la mobilité à l'époque, parce que, les iguanodons ne seraient que des petites gloires locales. Dont acte. Lors de cette conférence, je voudrais vraiment essayer de vous prouver que les iguanodons de Bernissart ne sont pas que des petites gloires locales. Ce sont vraiment une pierre angulaire dans le monde de la paléontologie. En fait, il y a un avant et un après la découverte des iguanodons de Bernissart en 1878. Non seulement ce furent les premiers squelettes complets de dinosaures jamais découverts par le monde, mais en plus, à côté de ces iguanodons, on a découvert un tas d'autres fossiles, incroyablement conservés également, et qui permettent de se faire une idée très précise de ce à quoi pouvait ressembler un écosystème terrestre au cours du Crétacé inférieur. Pour fouiller ces dinosaures, il a fallu également imaginer des techniques de fouille absolument innovantes. Donc il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, on a dû ramener à la surface du sol, à la surface, des squelettes absolument monstrueusement lourds qui ont été découverts à environ 350 mètres sous le plancher des vaches. Et ces géants étaient en fait des géants aux pieds d'argile, et il a fallu également mettre au point des techniques de conservation tout à fait novatrices qui sont encore utilisées à l'heure actuelle.
il a fallu offrir à ces hôtes absolument exceptionnels un écrin digne de leur valeur. Donc, l'exposition au grand public des squelettes des iguanodontes bernissa a été l'occasion de mettre également au point des techniques muséographiques tout à fait révolutionnaires grâce auxquelles le Musée royal d'histoire naturelle, par après l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, ont pu accéder au top des muséums d'histoire naturelle un peu partout par le monde. Et en plus, l'étude des iguanodontes bernissa a été l'occasion de la mise au point d'une approche tout à fait novatrice en paléontologie. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, en paléontologie, il y a un avant et un après la découverte des iguanodontes de Bernissa. Ce charmant garçon s'appelait Richard Owen. C'est vraiment un père fondateur de la paléontologie au cours du 19e siècle et en Angleterre. Et Richard Owen est le premier à avoir utilisé le nom de dinosaure. C'est vraiment lui le créateur du concept de dinosaure. Donc en 1841, lors d'une conférence à Plymouth, il décrit les dinosaures comme étant un groupe incluant les genres principaux et les mieux présentés. Donc il dit de ce groupe, les genres principaux et les mieux établis sont le Megalosaurus, l'Iléosaurus et l'Iguanodon. Ce sont des crocodiles lézards gigantesques de la terre ferme, dont les particularités de la structure ostéologique permettent de les distinguer clairement des reptiles modernes terrestres et amphibies, tout comme des modifications opposées pour une vie aquatique caractéristique les lézards marins éteints. Donc voilà, en 1841, Richard Owen définit ce qu'est un dinosaure. Et en fait, la caractéristique principale des dinosaures, c'est vraiment d'avoir, un peu comme les mammifères actuels, les membres rassemblés sous le corps. Donc, si vous observez un crocodile ou un lézard, vous pouvez voir que les membres sont écartés du corps. Donc, lorsqu'il marche ou lorsqu'il court, donc le lézard donc le fait avec les pattes écartées du corps, ce qui n'est pas très pratique. C'est un peu comme il courait en faisant des pompages. Chez les dinosaures, au contraire, les membres sont rassemblés sous le corps. Donc, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient d'un point de vue biomécanique. En fait, c'est ce qui a permis aux dinosaures d'atteindre des très grandes tailles au cours de l'ère secondaire. Donc ça, dès 1841, Owen l'avait déjà bien observé. Et à l'époque, donc, on ne connaissait que 3 types de dinosaures, dont les fameux iguanodons. Donc les iguanodons, c'est vraiment un des pères fondateurs des dinosaures. Donc les tout premiers dinosaures, eh bien, voilà. Ici, vous avez les tout premiers restes de dinosaures qui ont été découverts en Angleterre en 1824. Ce sont les fossiles du Megalosaurus, décrits par Buckland, donc il y a exactement 200 ans. Donc voilà, les dinosaures, en fait, ils fêtent leur bicentenaire cette année. Et un an plus tard, un médecin anglais du nom de Gideon Mantell a récolté un certain nombre de restes fragmentaires, des dents isolées principalement, dans le sud de l'Angleterre, dans le Sussex, et en comparant avec des animaux modernes, il s'est rendu compte que les dents de cet animal gigantesque et éteint ressemblaient étrangement aux dents des iguanes actuelles, d'où le nom iguanodon.
Donc voilà, la planche originale de Mantel datant de 1825, et vous pouvez voir ici une reconstitution de l'époque, donc datant de 1825 par Mantel lui-même, de l'iguanodon. Donc voilà, pour lui, c'était une sorte d'iguane gigantesque. Bon, comme la bestiole devait faire une dizaine de mètres de long, vous imaginez un peu la taille des arbres qu'il a fallu pour supporter le poids de l'animal. Au cours des années 1830 et 1840, de nouveaux fossiles d'iguanodons ont été découverts dans le sud de l'Angleterre, notamment par des carriers, mais à nouveau, c'était des squelettes très fragmentaires. Donc voilà, en fait, avant la découverte des iguanodons bernissards, le fossile le mieux préservé d'un iguanodon. Donc on peut voir ici une partie de la colonne vertébrale et des parties des pattes arrière. Et donc c'est à partir de ce spécimen, Richard Owen va imaginer à son tour à quoi pouvaient ressembler ces iguanodons et ces dinosaures. Et assez rapidement, les dinosaures ont connu un succès d'estime par rapport au public anglais. Donc avant Jurassic Park, il y avait en Angleterre une dinomania dans les années 1840-1850, et à l'occasion du transfert de la grande exposition universelle de Londres vers Crystal Palace en 1854, Owen et l'artiste Benjamin Hawkins ont recréé, donc dans le parc de Crystal Palace, des statues grandeur nature de dinosaures. Et parmi ces dinosaures, on retrouve ici l'iguanodon, donc qui, dans l'esprit de Richard Owen, ressemblait à une sorte de gros rhinocéros à la peau écailleuse et avec une sorte de petite corne au niveau du nez. Nous verrons donc cette petite corne, c'est un os qui existait vraiment, mais on verra que la découverte des iguanodons bernissards va permettre de leur mettre à un autre endroit du corps de l'iguanodon. Et alors, petite anecdote, donc lors de l'inauguration de Crystal Palace, au cours du réveillon de nouvelle année du 31 décembre 1853, Owen a invité certains de ses prestigieux collègues à partager un repas, donc à l'intérieur d'une maquette grandeur nature d'un iguanodon. Donc voilà ce qu'on connaissait des dinosaures et des iguanodons au milieu du 19e siècle. Donc on fait un petit bond en avant et on se retrouve en 1878 ici en Belgique et en particulier à Bernissart. Donc Bernissart, c'est un petit village à quelques dans le Borinage, à quelques kilomètres seulement de la frontière française. Et à l'époque, donc le Borinage était vraiment une région très riche grâce à la présence et grâce l'exploitation des charbonnages. Donc c'était vraiment un moteur industriel au niveau de l'Europe. Donc à Bernissart même, les charbonnages étaient exploités par la compagnie des charbonnages de Bernissart et il existait à l'époque trois puits d'exploitation à Bernissart. Donc le premier puits, c'est le puits Négresse qui a été creusé en 1841. Le second, c'est le puits Sainte-Barbe qui a été creusé en 1842 et le troisième, c'est le puits Sainte-Catherine. Les deux autres sont en fait des puits d'aération, pas des puits d'exploitation. Donc on va surtout s'intéresser à ce puits-là, donc au puits de Sainte-Barbe, qui est vraiment le cœur de la découverte des iguanodons de Bernissart en 1878. L'histoire de la découverte des iguanodons de Bernissart, elle est relativement bien documentée, notamment par de très nombreux documents
que nous possédons dans les archives de l'Institut royal des sciences, des sciences naturelles. Et en particulier, nous possédons une copie du registre du rapport journalier par les chefs du service, des chefs de service du charbonnage. Donc tous les jours, les porions et les ingénieurs indiquaient dans un registre un petit peu ce qui s'est passé. Donc on peut suivre au jour le jour vraiment la découverte des iguanodontes bernissards. Petit bémol, les registres du charbonnage de bernissards sont toujours conservés à l'heure actuelle à Charleroi. Donc on a une série complète. Complète, non, presque complète. Il manque un volume. C'est le volume du premier semestre 1878, c'est-à-dire c'est le volume relatant la découverte des iguanodontes bernissards. Il n'existe plus. Je soupçonne qu'il existe toujours, mais dans une collection privée, probablement. Quelqu'un doit posséder ce volume dans le manteau, sous son manteau. C'est vraiment très important. Donc, ce que nous avons à l'Institut des sciences naturelles, c'est en fait une copie manuscrite de ce rapport manquant. Alors il faut donc prendre ces informations. Il faut bien faire attention lorsqu'on lit, parce que c'est vraiment une retranscription, et probablement ce n'est pas une retranscription fidèle de l'original. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, en fait, ce document a été retranscrit pour bien prouver que Gustave Fagès, qui était le directeur du musée des charbonnages de Bernissards à l'époque, en fait, est-ce que c'était lui le découvreur des iguanodontes bernissards. Donc, je soupçonne que dans ce récit, il y a des petites approximations, ou alors qu'on a revu un petit peu l'histoire, qu'on a embelli l'histoire, pour que vraiment cette histoire devienne un petit peu ce qu'on pourrait appeler la guerre des Gaules de Gustave Fagès. Voilà, donc on va reprendre de façon chronologique l'histoire de cette découverte. Donc nous sommes le jeudi 28 février 1878. Donc les mineurs Jules Créteur et Alphonse Blanchard, en fait ils sont chargés du creusement d'une galerie exploratoire à moins 322 mètres depuis le puits Sainte-Barbe. Donc on est ici. Et le but du jeu, c'est d'aller retrouver la veine de charbon Luronne un petit peu plus loin. Le 28 février, manque de bol, en creusant la galerie, il rencontre des éboulements de rochers mélangés à de l'argile. C'est un phénomène géologique bien connu que les mineurs appelaient à l'époque des crans. Des crans, ce sont des puits d'effondrement locaux. Donc vous avez ici une représentation en coupe un petit peu du sous-sol de Bernissards. Donc vous voyez ici les terrains houillés avec les différentes veines de charbon. Et puis en plein milieu de ces terrains houillés, vous avez ce puits d'effondrement. Donc c'est ce qu'on avait appelé le cran aux iguanodontes. Alors, ces crans, c'était des phénomènes géologiques qui étaient déjà extrêmement bien connus et documentés à l'époque, à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez ici une répartition, donc le petit point, là, à chaque fois que vous avez un petit point, c'est un cran. Donc il y en a une centaine dans la région, donc c'était vraiment quelque chose qui était bien connu par les mineurs et les ingénieurs des mines. En fait, ces crans, c'est quoi? C'est vraiment des poches d'effondrement. Vous pouvez imaginer, donc ici vous avez le plancher des vaches, et à 1 ou 2 kilomètres dans le sous-sol, vous avez des grandes poches formées par des calcaires karstifiés et des anhydrites, donc en gros du sel. Et dans ces couches de sel circulent des eaux hydrothermales, donc des eaux chaudes. Naturellement, sel plus eau chaude, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dissoudre tout ça. Donc on va avoir localement des formations d'immenses grottes. Donc d'immenses poches de vide. Et
Bon, donc on est vraiment en profondeur avec des couches géologiques au-dessus, des sédiments au-dessus, et avec le poids de ces couches, le toit de ces poches de dissolution va s'effondrer localement, et donc voilà, tous les sédiments, toutes les couches géologiques du dessus vont vraiment s'effondrer en une fois, et c'est pour ça qu'on va retrouver, là voilà, on a vraiment un accident géologique, un peu d'effondrement, et c'est ce qui va expliquer qu'on va retrouver dans des terrains datant du Carbonifère, donc environ 300 millions d'années, des poches remplies d'argile, et cette argile, on le verra, date d'il y a environ 125 millions d'années. Le vendredi 5 avril 1878, nos pauvres mineurs Créteurs et Blanchard, qui creusent depuis des jours à travers ces terrains perturbés, bon, vous imaginez le boulot, ils rentrent à nouveau dans des terrains beaucoup plus réguliers, donc ils appellent l'ingénieur Latinis et le directeur Fagès pour décider de ce qu'on doit faire pour décider de la suite des événements. Et lorsqu'il descend, le directeur Fagès trouve un objet allongé avec une section ovale et une structure un peu fibreuse. Donc il discute, bon, c'est quoi ce truc-là? L'ingénieur Latinis croit que c'est un morceau de bois, un morceau de branche, un morceau de... Je pense qu'il dit carrément de chêne. Et le Fagès, de son côté, dit de façon ironique que ça ressemble plutôt à la côte du père Adam, qu'il aurait perdu quelques milliers d'années plus tôt. Bon, Jules Créteur mentionne toutefois qu'ils ont déjà trouvé plusieurs objets semblables depuis qu'ils sont rentrés dans les terrains, dans les couches, dans les terrains plus réguliers. Alors on est en vendredi, donc le vendredi soir, toute la compagnie se retrouve au bistrot local, donc qui s'appelle le Café du Brûle. Et au Café du Brûle, il y a le médecin local qui s'appelle le docteur Loire. Alors Fagès et Latinis vont montrer ce qu'ils ont trouvé au fond du puits Sainte-Barbe au docteur Loire pour lui demander son avis. Alors bon, le docteur Loire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une flamme, donc il va prendre une bougie et il met les objets au-dessus de la bougie et apparemment ces objets brûlent. Et donc à cause de ça, le docteur Loire déclare que ce sont des os, pas du bois. Bon, c'est une histoire qui n'a quelque part ni queue ni tête. Je comprends pas pourquoi des os fossiles brûleraient alors que du bois fossile ne brûlerait pas. Enfin bon, voilà, c'est relaté il y a plusieurs sources relatant cette belle histoire. Ça fait probablement partie des images d'Épinal de la légende dorée de Bernissard, mais bon voilà. De toute façon, grâce à l'identification du docteur Loire, l'histoire va pouvoir continuer. Le directeur Fagès décide de bloquer la galerie d'exploration et en attendant de plus amples informations, et il envoie l'ingénieur Latinis le dimanche matin, donc le 7 avril au matin, à Mons, pour montrer les fossiles au géologue François Léopold Cornet. Donc François Léopold Cornet, c'était un géologue bien connu à l'époque, et c'est notamment lui qui a décrit dans les années 1870 la formation des crans, donc des puits d'effondrement dans la région du Borinage. Donc dépotrominé, notre ami Latinis s'en va à Mons, il va de Bernissard à Mons. On est au matin et il va frapper à la porte de Cornet. Cornet est absent à ce moment-là. Par contre, c'est son fils qui va ouvrir. Donc Latinis
Apparemment, il est assez pressé de se débarrasser de son colis. Il donne les ossements au fils Cornet en lui demandant de le montrer à son papa. Puis, il dit l'histoire, il va aller s'amuser à la foire de Mons. Donc nous sommes le dimanche 7 avril, et dès le 8 avril, Cornet se rend à Bernissart. Donc très, très rapidement. Malheureusement, l'ingénieur, le directeur Fagès n'est pas là. Il est dans les galeries en train de travailler avec les mineurs. Pardon, que Cornet discute avec l'ingénieur Latini sur les modalités de la découverte. Le mercredi 10 avril, Cornet envoie un message au directeur Fagès et il conseille Fagès de contacter Pierre-Joseph Van Beneden. Donc Van Beneden, c'est vraiment à l'époque la sommité en zoologie et en paléontologie en Belgique. Il est professeur à l'université de Louvain, il est membre de l'Académie royale depuis 1842, et en fait ça fait plus ou moins 20 ans qu'il étudie les innombrables fossiles, les innombrables squelettes de cétacés du Miocène qui ont été découverts dans la région d'Anvers. Ce sont des fossiles absolument fabuleux. Van Beneden a vraiment fait un boulot incroyable pour l'époque sur ces fossiles, mais ça commence à l'embêter un petit peu et je voudrais passer à autre chose. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, Fagès n'est absolument pas au courant que Cornet a informé Van Beneden à cette époque-là. Pour Van Beneden, c'est évident, il identifie très rapidement les dents qui ont été découvertes à Bernissart comme appartenant aux dinosaures iguanodons, dont on avait déjà découvert des restes depuis les années 1820 dans le sud de l'Angleterre. Le vendredi 12 avril, donc le directeur Fagès va à Mons, il rencontre l'ingénieur principal des mines qui s'appelle Gustave Arnould, et Arnould décide d'envoyer un télégramme à Édouard Dupont, donc Édouard Dupont qui est le second directeur du musée royal d'histoire naturelle à Bruxelles. Donc voici une copie de ce télégramme. Non, c'est pas une copie du télégramme, c'est l'original, où il est indiqué: découverte importante, ossements dans faille charbonnage à Bernissart, se décompose par pyrite, envoyé de Pau demain. Pour arriver, station Mons, 8h du matin. Il serait urgent. Pardon. Alors, voilà. Qui est ce fameux Louis de Pau? Louis de Pau, ce n'est pas un paléontologue, ce n'est pas un scientifique, c'est un préparateur. Donc, c'est le chef préparateur au Musée royal d'histoire naturelle à Bruxelles. Par contre, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent et dont la compétence est reconnue vraiment dans tout le milieu de la paléontologie en Europe. C'est notamment lui qui a reconstitué le célèbre squelette du mammouth de Lierre. En fait, ça, c'est le second squelette de mammouth reconstitué au monde. Le premier, c'est celui de Saint-Pétersbourg, qui était reconstitué dans les années 1840, si je me rappelle bien, et celui-ci a été reconstitué à Bruxelles fin des années 1850. Et depuis 1860, Louis de Pau collabore vraiment de façon quotidienne avec Van Beneden, et c'est notamment lui qui a préparé tous les fossiles de cétacés récoltés dans la région d'Anvers et qui sont étudiés par Van Beneden. Donc vraiment ces gens-là se connaissent de façon assez intime. Donc notre ami de Pau, le 13 avril 1878, samedi en plus, pas de bol, il arrive à Bernissart à 8h, à Mons à 8h, il va à pied à Bernissart, donc c'est déjà une belle petite trotte, et il descend dans la fosse Sainte-Barbe en compagnie des mineurs qui ont découvert les premiers ossements à Bernissart.
Et très rapidement, en grattant un peu, il met toujours une patte arrière absolument gigantesque qu'ils tentent de ramener en surface. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment bricoler un brancard avec des branches et avec le manteau de peau. Ils mettent les ossements dessus et ils essaient de les ramener en surface. Mais en les ramenant en surface, au contact de l'air, ils entendent que les os commencent à craquer et vraiment tombent littéralement en poussière. Donc vous pouvez imaginer, panique à bord. Bon, Depeau décide de ramener les ossements à Bruxelles et bon, c'est quelque chose, un phénomène qu'il connaissait apparemment déjà très bien. Donc c'est cette décomposition de la pyrite, on y reviendra un peu plus tard. Et en fait, Depeau réussit à consolider les os avec de la gélatine. On est samedi après-midi, donc tout ça, ça va très vite, très vite. Et en fait, Depeau discute avec Fagès, avec le directeur, il lui dit, écoutez, pas de panique, les ossements, on va les sauver, et si vous confiez les découvertes de Bernissart à l'État belge, entre parenthèses, ça veut dire au Musée royal d'histoire naturelle, nous, on va prendre en charge les fouilles, et je vous garantis que tout va très bien se passer, on va ramener les squelettes en parfait état. Le samedi 13 avril, le lundi 15 avril, le conseil d'administration des charbonnages de Bernissart se réunit d'urgence et en fait décide d'autoriser les fouilles et en fait d'offrir les fossiles découverts à l'État belge. Et le jour même, Fagès informe Édouard Dupont, donc voilà Édouard Dupont, donc qui est le second directeur du musée du musée royal d'histoire naturelle. Donc il informe Dupont de la décision du conseil d'administration et immédiatement Dupont va alerter le ministre de l'Intérieur. Le mardi 16 avril, Dupont accepte d'organiser les fouilles et il demande à François Cornet d'étudier le contexte géologique. Donc, vous imaginez un petit peu la vitesse en une semaine, on est passé de la découverte d'ossements à la mise sur pied de fouilles de grande envergure, avec accord du ministre. Voilà, je regarde mon directeur. C'était le bon temps. Bon, il va y avoir un tout petit contretemps, c'est que Depeau et son équipe étaient occupés à ce moment-là à la préparation de l'exposition universelle de Paris. Au cours de laquelle, en fait, les géologues belges vont présenter la première carte géologique de Belgique. Et en fait, ils ne pourront commencer les fouilles qu'au cours du mois de mai. Donc, petit délai de quelques semaines, qui a quand même son importance. Donc voilà, on est le mardi 16 avril. Ok, le musée royal d'histoire naturelle va organiser des fouilles à Bernissart. Le lundi 6 mai 1878, Cornet, donc le géologue de Mons, informe Dupont que les fossiles de Bernissart appartiennent probablement au dinosaure Iguanodon. En fait, il vient de réaliser qu'il avait envoyé des ossements à Van Beneden et qu'il n'en avait informé personne d'autre. Bon, il propose à Dupont une réunion informelle le lendemain, juste après la séance de la classe des sciences de l'Académie royale de Belgique. Donc on est dans la place. Donc voilà, le mardi 7 mai 1878, c'est la première séance de la classe des sciences de l'Académie. Donc apparemment, ça se faisait le mardi à l'époque et pas le samedi. Voilà. Cornet propose à Dupont de se rencontrer à cette occasion. Dupont, malheureusement, a d'autres priorités et il ne pourra pas participer à la séance de l'Académie royale. Et le mardi 7 mai, donc voilà, celui qu'on n'attendait pas,
Van Beneden, déboule comme un chien dans un jeu de quilles et il va présenter à la classe des sciences de l'Académie royale de Belgique une communication au cours de laquelle il va décrire la découverte d'ossements d'iguanodon à Bernissart. Donc, voilà l'article original. Donc, Van Beneden dit que M. Latinis, ingénieur du charbonnage de Bernissart, sorti de l'école de Louvain il y a 6 ou 7 ans, cette Latinis était un étudiant de Van Beneden, vient de faire une belle découverte dans cette couche de lignite. Il est difficile pour le moment de dire le nom des reptiles qui ont formé cet ossuaire, mais quelques dents dont l'émail est conservé font croire qu'elles appartiennent à Iguanodon. Ces recherches que nous comptons suivre avec soin auront pour résultat, pensons-nous, d'élucider la question paléontologique et partant l'âge des couches dans lesquelles ces ossements étaient conservés. Donc voilà, le 7 mai 1878, la découverte des iguanodons de Bernissart est annoncée officiellement à l'Académie royale de Belgique par Van Beneden. Dupont apprend cela quelques heures plus tard et est complètement furieux parce qu'il y avait eu un accord comme quoi la priorité revenait au Musée royal d'histoire naturelle, pas à l'université de Louvain ni à Van Beneden. Et en plus, crime de lèse-majesté, Van Beneden déclare que la découverte a été faite par l'ingénieur Latilis et pas par le directeur du charbonnage Fagès. Donc la diplomatie était extrêmement importante dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, bon, donc l'annonce a été faite le 7 mai. Une semaine plus tard, les troupes du Musée royal d'histoire naturelle vont commencer les fouilles à Bernissart. Donc, en fait, l'équipe du musée se compose à l'époque de 3 techniciens et les charbonnages de Bernissart ont mis à la disposition de l'équipe 6 mineurs spécialisés, donc Fetter et Blanchard qui ont vraiment trouvé les premiers ossements, et également 3 porions, donc 3 chefs mineurs. Donc c'est vraiment un beau cadeau de la compagnie des charbonnages de Bernissart. Donc vraiment, les charbonnages se sont réellement impliqués dans cette découverte. C'est très important parce que sans l'apport technique, sans l'apport logistique, sans l'apport intellectuel des mineurs et des ingénieurs des mines, des charbonnages, la découverte, la fouille de ce gisement fabuleux n'aurait jamais pu avoir lieu. Enfin voilà, la petite vie va s'organiser tout doucement à Bernissart. Donc voilà, à 5h30, la petite équipe descend dans les galeries. Elle bosse dans les galeries jusqu'à 12h30. Puis l'après-midi, on remonte, on mange un coup et on va examiner les déblais qui ont été extraits de la fosse au cours de l'après-midi. Donc, imaginez-vous bien la situation. Donc on est à moins 322 mètres dans des galeries de mines, éclairées par des lampes. Ça fonctionnait à quoi à l'époque? Des lampes au pétrole probablement. Oui, au pétrole. Enfin, oui, merci Gérard. Donc voilà, c'était pas évident. Donc, ce que les fouilleurs vont pouvoir faire, c'est vraiment pouvoir extraire des gros ossements de dinosaures, ça se voit facilement. Par contre, les plus petits fossiles qui entourent ces squelettes de dinosaures, ils vont les récolter l'après-midi en surface grâce à la lumière du soleil. Et c'est également très important qu'ils aient pensé de pouvoir récolter ces petits fossiles qui, à côté des squelettes de dinosaures, paraissent un petit peu ridicules, mais qui fournissent quand même des informations extrêmement précieuses sur l'environnement de ces dinosaures. Comme je vous l'avais dit au départ, donc, pour pouvoir extraire des squelettes de dinosaures à moins 322 mètres, il faut déployer quand même des petits trésors d'imagination et certaines compétences techniques. Et c'est là vraiment que Depeau et son équipe vont mettre au point les méthodes d'extraction de gros fossiles en paléontologie. Et ce sont des techniques que, à l'heure actuelle, nous utilisons toujours sur le terrain. Moi, ça fait une semaine que je suis revenu de fouilles aux États-Unis.
pour extraire des dinosaures, on utilise exactement les mêmes méthodes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dégage les ossements, un par un, puis on va recouvrir les ossements de papier mouillé, et puis d'une couche de plâtre. Voilà, on utilise la technique du bras cassé. Bon, il n'y a pas d'attel, mais le plâtre est moins cher et beaucoup plus efficace. Et on va renforcer ces plâtres grâce à des morceaux de bois, des tiges métalliques, pour être sûr que ces blocs qui peuvent peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos ne cassent pas. Puis donc on va renverser les blocs, et on va plâtrer la dernière phase, la surface qui était en bas. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'aussi donc on a dans l'équipe on a des ingénieurs des mines. Ça veut dire que tous les blocs, tous les ossements vont être dessinés et catalogués avant d'être ramenés en surface. Et ça, c'est des informations extrêmement précieuses dont nous disposons toujours à l'époque et qui permettent en fait, même à l'heure actuelle, de se faire une idée très précise de ce à quoi pouvait ressembler une fouille, la fouille des iguanodontes bernissards. Donc à l'heure actuelle, on est capable de faire de l'archéopaléontologie en se basant uniquement sur ces documents iconographiques réalisés à l'époque. C'est vraiment extraordinaire. Manque de bol, le 26 août 1878, en Allemagne, il y a un tremblement de terre relativement important qui va endommager les galeries de mines jusqu'à Bernissart. Donc, c'est vraiment un tremblement de terre de grande ampleur. Lors du tremblement de terre, l'équipe de Pau est dans la mine et elle reste coincée pendant 2 heures au fond des galeries. Bon, après, ils reviennent en surface, mais ce tremblement de terre va occasionner des dégâts relativement importants. Et en fait, le 22 octobre 1878, les galeries sont complètement inondées dans la fosse Sainte-Barbe. Et voilà, donc tout le monde remonte en surface. Il va falloir reconstruire une nouvelle descendrie. Pour Fagès, qui était toujours fâché sur son ingénieur Latinis, le soi-disant découvreur des iguanodontes bernissards, en fait, c'est l'occasion de le licencier. Donc, il remet tout... il remet tout sur le dos de Latinis. C'est à cause de Latinis que les galeries se sont effondrées. C'est lui qui n'a pas bien suivi les travaux. Donc voilà, exit Latinis qui est remplacé par un autre ingénieur qui s'appelle Soyer. À l'époque, 5 squelettes de dinosaures ont été découverts à Bernissart, dont un a été complètement extrait et déjà ramené en surface. Donc voilà pour l'équipe du musée d'histoire naturelle. On ne peut plus, pendant quelques mois, on ne va plus pouvoir participer aux fouilles à Bernissart. Donc pour lui de Pau, c'est l'occasion d'essayer d'expérimenter les techniques pour consolider les ossements d'iguanodon, et il va même essayer à l'époque de remonter le premier squelette extrait, en fait, qui est un demi-squelette, en position présumée de vie. Donc, demi-squelette, pourquoi ? Parce que probablement, lorsque les deux mineurs sont entrés dans la galerie, ils ont endommagé la partie antérieure du squelette avant de réaliser que c'était des ossements. Donc, on n'a pu extraire que la partie postérieure du squelette. Et pour ça, donc, on voit un peu la technique imaginée par de Pau à l'époque, et pour la reconstitution de ce premier individu, il va s'inspirer d'une reconstitution réalisée dans les années 1850 à Philadelphie par Benjamin Hawkins, et qui avait reconstruit
imaginez la reconstruction d'un squelette partiel de dinosaure qui s'appelle l'Adrosaurus. Donc, il n'y avait que quelques ossements découverts, mais il a imaginé que cet animal, cet Adrosaurus, ressemblait plus ou moins à ceci. Alors, ce qui est amusant, c'est, donc ici, si vous observez au pied du squelette d'Iguanodon, vous avez ici un squelette d'autruche et un petit squelette de kangourou. Donc vraiment, de peau pour de peau, ben voilà, le squelette d'Iguanodon ressemblait très fort à celui des kangourous actuels, donc avec une très longue queue, avec des membres postérieurs très robustes et des petites pattes avant. Et voilà, les pattes et le bassin de cet iguanodon ressemblaient également très fort à celui des oiseaux coureurs actuels. Donc on a vraiment un making-of de la reconstitution d'un squelette de dinosaure à l'époque. Au mois de septembre, Van Beneden, qui est toujours convaincu que c'est à lui qu'on va confier l'étude des iguanodons de Bernissart, il veut se rendre à Paris pour comparer les os des iguanodons de Bernissart avec d'autres ossements et squelettes partiels conservés au musée d'histoire naturelle à Paris, et il demande à Depeau et à Dupont de lui confier quelques fossiles pour aller les comparer à Paris. À sa grande surprise, Dupont refuse. Non. Donc notre ami Van Beneden est tout à fait furax et envoie un message, une lettre à Dupont en stipulant bien que c'est la toute première fois qu'un directeur d'un musée refuse de me confier une pièce pour étude. Donc voilà, on rentre vraiment dans une phase de guerre ouverte entre Dupont et Van Beneden. Retour à l'Académie, ici. Le mardi 12 octobre 1878, et c'est au tour de Dupont de présenter sa version de la découverte des iguanodons de Bernissart à la classe des sciences de l'Académie royale. Alors, il devait régner un certain malaise dans la salle parce que, le directeur de la classe des sciences était absent à l'époque et monsieur de Célis-Longchamp, qui était le secrétaire perpétuel, demande à Van Beneden de prendre place au bureau en qualité de plus ancien membre présent au cours de la séance. Donc, notre ami Dupont va faire sa petite présentation avec, à côté de lui, Van Beneden qui le regarde d'un air un peu agressif, on peut imaginer. Donc Dupont relate que notre éminent confrère Van Beneden faisait connaître à l'Académie en mois de mai que des ossements venaient d'y mettre au jour et de son œil exercé, il reconnaissait des restes d'iguanodons. Jusque-là, tout va bien. Où ça se complique, c'est lorsqu'il explique que l'argile avait été entamée par une longueur de plusieurs mètres, lorsque monsieur le directeur Fagès, donc en visitant les travaux, les remarqua et prit immédiatement les dispositions pour que cette découverte portât tous ses fruits, et monsieur Fagès faisait généreusement don à l'État de tous les produits des fouilles pour qu'ils soient conservés dans les collections publiques. C'est un bonheur pour nous de rendre hommage à ces idées larges et élevées, et tous les amis de la science s'y associeront certainement, car c'est à elle que l'on doit la préservation de cette découverte réellement extraordinaire. Donc très clairement, je vous parlais de diplomatie, voilà. Dupont est conscient que ces fouilles, cette découverte ne peuvent être mené à bien que grâce au bon vouloir de Fagès, donc il fait tout vraiment pour se le mettre en poche. Mais cette même année, donc on a un échange de courriers montrant même que Dupont va jusqu'à inviter Fagès à célébrer le réveillon de Noël chez lui. On a même la réponse de Fagès qui refuse poliment et diplomatiquement. Voilà, le 12 mai 1879,
Les galeries sont réparées. À Bernissart, on a reconstruit une toute nouvelle descenderie, donc on va pouvoir reprendre les fouilles à moins 322 mètres. Et donc, en fait, c'est reparti pour des fouilles pendant plus de 2 années. Donc, de mai 1879 jusqu'à juillet 1800... non, je me suis trompé, là, je ne sais plus calculer. Donc, jusque juillet 1880, vraiment là, ils vont descendre tous les jours dans les galeries à Bernissart. De juillet 1880 jusque février 1881, donc vraiment les visites, les fouilles vont s'espacer. Et au cours de ces fouilles, en fait, ils vont extraire trois grandes séries de fossiles sur 4 ou 5 niveaux. Voilà, si on reprend, donc je vous ai déjà montré cette figure, donc voilà, les mineurs vont entrer dans la couche fossilifère par ici, et ils vont rencontrer une première série de fossiles que nous voyons ici, donc en plan. Donc, dans cette première série de fossiles, il y a une bonne quinzaine de squelettes complets d'iguanodons. Et ces iguanodons, en fait, on ne va pas les retrouver de façon aléatoire, on va les retrouver sur environ 4 niveaux qui sont espacés de 70 à 1 mètre. Donc, en fait, il y a eu plusieurs événements qui ont provoqué le dépôt, la mort des iguanodons de Bernissart. Et il y a également une couche avec uniquement des poissons et des plus petits fossiles. Donc, après avoir exploité cette première poche, les fouilleurs vont continuer la galerie et vont tomber dans une zone relativement vierge. Ils vont retomber sur sur une seconde série de fossiles du côté est du cran. Donc, il faut bien s'imaginer que voilà, à cause de l'effondrement, les couches fossilifères vont se mettre un peu en entonnoir, et c'est ce qui va expliquer qu'on rencontre une première série de fossiles, une zone sans fossiles, et puis une seconde série de fossiles qui correspond en fait à la même couche, mais qui a été pliée en V. Et alors, en fin 1880, ils vont creuser une seconde galerie d'exploration un peu plus bas, à moins 356 mètres, et ils vont mettre au jour 3 squelettes d'iguanodons sur une surface extrêmement restreinte, d'environ 8 mètres carrés. Donc en fait, les fouilleurs ont atteint la base du puits d'effondrement contenant les iguanodons, les couches fossilifères avec les squelettes des iguanodons de Bernissart. Et en fait, s'ils creusent, ils ont creusé 1 mètre plus bas et ils n'ont plus rien retrouvé à ce niveau-là. Donc, ils ont en fait atteint le fond de la couche fossilifère. Donc, au cours de ces fouilles, ils vont mettre au jour 25 squelettes complets d'iguanodons, 4 squelettes partiels, 4 crocodiles, 5 ou 6 tortues, une salamandre, plus de 3000 poissons et d'innombrables fossiles de plantes. Donc vous voyez ici des dessins d'époque de certains de ces squelettes d'iguanodons. Donc vous pouvez voir que ces squelettes ont été retrouvés complets, mais également pratiquement complètement articulés. C'est vraiment unique au monde, et c'est la première fois qu'on retrouvait des fossiles de dinosaures dans un tel état de conservation. Alors donc, autre trésor de Bernissart, donc je vous parlais donc de tortues. On a retrouvé 5 ou 6 carapaces de tortues. On a retrouvé 4 squelettes de crocodiles, de crocodiles, 2 de grande taille et 2 de petite taille. Et on a retrouvé aussi, à côté des iguanodons, 2 phalanges de dinosaures carnivores.
C'est assez étonnant de voir qu'en fait, comme dinosaure, on va retrouver que des iguanodons, hormis ces deux phalanges isolées. Alors, ce qu'on va trouver aussi, c'est énormément de spécimens de ces objets bizarres. Ces objets bizarres, c'est ce qu'on appelle des coprolites. Ce sont des excréments fossiles. Bon, c'est pas facile de retrouver le propriétaire de ces excréments. C'est un petit peu le problème lors des études. Donc le fait qu'on retrouve des crocodiles et des tortues d'eau douce, ça veut bien indiquer qu'on était dans un milieu plutôt lacustre. Alors donc, on a également retrouvé des poissons, énormément de poissons, plus de 3000 spécimens. Alors, ils sont nombreux, mais très peu diversifiés. Ça veut dire qu'on était dans un milieu relativement, voire très, très fermé. Donc c'était un petit lac, voire un marécage. Et on retrouve également d'innombrables fossiles de plantes qui vont permettre de se faire une idée très précise de à quoi pouvait ressembler l'écosystème de Bernissart. Alors, plus anecdotique, on a retrouvé également une aile d'insecte et le squelette d'une petite salamandre. Voilà un peu à quoi devait ressembler Bernissart il y a 125 millions d'années. Donc, ces fossiles datent du Crétacé inférieur. Donc, ici, on va surtout parler d'histoire, pas vraiment de géologie, de microbiologie, mais enfin, bon, voilà, c'est important de savoir que tous ces fossiles datent d'il y a 125 millions d'années, donc d'une époque que l'on appelle le Crétacé inférieur. Donc, à Bernissart, donc, à cet endroit-là, on retrouve un petit lac, occasionnellement marécageux, qui était entouré de plantes relativement basses. On va surtout retrouver à proximité des cycades et des bénédictales. Et lorsqu'on s'éloigne, on va retrouver une végétation beaucoup plus fermée avec des arbres de plus grande taille, principalement des pins et des cyprès. Donc voilà à quoi ressemblait Bernissart il y a environ 125 millions d'années. 18 février 1881, c'est la fin des fouilles. Pourquoi est-ce qu'on arrête des fouilles? D'abord, on n'a plus beaucoup d'argent. L'État belge commence à râler un petit peu. Bon, l'État a déjà alloué 2 subventions spéciales d'une valeur de 70 000 francs pour l'époque. Bon, il décide que on va peut-être arrêter momentanément les fouilles, ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que après 2-3 années de fouilles, on a déjà récolté 600 blocs de fossiles qui font un poids d'environ 130 tonnes qui doivent être acheminés à Bruxelles en tapissière. Donc une tapissière, c'est ce type de véhicule qui, ces tapissières ont une capacité d'environ 3 tonnes. Donc voilà, les mathématiciens dans la salle feront rapidement le calcul pour savoir combien de tapissières il a fallu pour embarquer 130 tonnes de ciment. Tous ces fossiles sont emmenés au musée d'histoire naturelle. Le musée d'histoire naturelle, à l'époque, il n'était pas au parc Léopold comme à l'heure actuelle. Il s'est situé à proximité d'ici, sur la place des musées, à l'emplacement du palais de Charles-Alexandre de Lorraine. En fait, tous les musées, les principaux musées, importants musées de l'époque étaient rassemblés à cet endroit-là. Donc c'était c'est même pas relativement, extrêmement confiné. Donc, premier problème auquel De Pau est confronté lors de la préparation et la consolidation des ossements d'iguanodon, c'est la présence de cette fameuse pyrite. La pyrite, donc, c'est un minéral qui va vraiment s'infiltrer partout dans les ossements des iguanodons. En fait, ça résulte de la fossilisation en milieu
anoxiques en milieu anaérobie des carcasses des iguanodons. Donc les iguanodons, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvés au fond d'un marécage, ont été très rapidement recouverts des sédiments, de boue, et donc ont été isolés de l'oxygène. Donc leur décomposition s'est faite grâce à des bactéries de type anaérobique. Donc, et lors de la décomposition par ces bactéries, il va y avoir une émission d'H2S en grande quantité. Cet H2S va se combiner avec le fer contenu dans l'eau pour former la pyrite. Donc cette pyrite en grande quantité va vraiment infiltrer les ossements des iguanodons. Tant que les squelettes sont à l'abri de l'oxygène et de l'eau, ça pose pas vraiment de problème. C'est dès que les ossements sont exposés à l'air libre, vraiment la pyrite va s'oxyder en une myriade d'autres minéraux qui vont réellement faire exploser les ossements des iguanodons de Bernissart. Alors voilà, Depeau et son équipe décident d'imbiber les ossements des iguanodons de Bernissart d'une gélatine tout à fait spéciale. Donc ici on a la recette. Donc voilà, la gélatine est composée de colle fort, de colle d'os de lion. Alors on trempe le tout dans une eau saturée d'acide arsénieux qu'on chauffe au bain-marie. Voilà, etc. Alors on rajoute même à la substance 15 grammes d'essence de clou de girofle. Vous ne me demandez pas trop pourquoi. Alors curieusement ça a marché, hein, parce que les squelettes des iguanodons Bernissart, ils existent toujours à l'heure actuelle. Bon, l'acide arsénique, il faut savoir qu'à l'époque, en médecine, on soignait beaucoup de maladies avec l'arsenic et les clous de girofle. Donc, visiblement, la pyrite était considérée comme une sorte de maladie des ossements fossiles. Alors, aussi important, si pas plus, c'est que Depeau était bien conscient qu'il fallait vraiment enlever toute cette pyrite des ossements. On pouvait vraiment remplacer cette pyrite par du plâtre. Et donc, il mentionne que une vertèbre d'iguanodon pouvait contenir jusqu'à 1 kg de pyrite. Et les ossements longs, le tibia et un fémur, ça pouvait en contenir jusqu'à 3 kg. Donc c'était vraiment un boulot absolument extraordinaire qu'ont réalisé les équipes techniques du musée à l'époque. Et une fois que les ossements ont été préparés, Depeau a décidé de reconstituer les squelettes en position présumée de vie. Donc, je vous ai montré le premier spécimen. Donc, en 1881, il va s'attaquer au premier spécimen complet, qui est ici. Donc, tout ça se passe toujours dans la chapelle Saint-Georges du palais de Charles-Alexandre de Lorraine. Et en 1883, il va s'attaquer au second spécimen. Donc vous voyez à nouveau les trésors d'ingéniosité qu'il a dû développer pour monter ces iguanodons en position présumée de vie. C'est absolument extraordinaire parce qu'ils ont donc réalisé des armatures métalliques qui sont encore dans un état impeccable à l'heure actuelle. Et l'année passée, on a à nouveau démonté l'ensemble des squelettes des iguanodons de Bernissart. Et grâce à ce système absolument génial, pour démonter un squelette ou le remonter, ça prend juste un jour. Hein. C'est absolument extraordinaire. Bon, pendant que les techniciens travaillent, les scientifiques s'engueulent.
Donc, en février 80, Van Beneden envoie encore plusieurs... Sachant que Dupont ne veut pas vraiment lui donner accès au squelette d'Iguanodon, il va s'attaquer à De Pau, mon cher ami, on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Est-ce que je pourrais accéder aux fossiles des Iguanodons bernissards? Réponse de Pau, adressez-vous directement à monsieur Dupont, ne passez pas par moi. Donc Van Beneden dit j'en ai marre, je ne veux plus rien publier à propos des Iguanodons de Bernissart. Donc voilà, 1880. C'est bien. Bon, mais Dupont est quand même un peu embêté parce qu'il va bien falloir que quelqu'un s'occupe de l'étude scientifique de ces Iguanodons de Bernissart, vu qu'il ne veut pas les confier aux plus prestigieux des paléontologues belges de l'époque. Au début des années 1880, au musée d'histoire naturelle, travaillait un jeune aide naturaliste qui s'appelait Georges Albert Boulanger. Il était tout jeune, il avait à peine une petite vingtaine d'années. Et donc, Dupont lui demande, lui ordonne plutôt, écoute, Georges Albert, tu vas nous étudier les squelettes des Iguanodons de Bernissart. C'est pas vraiment son truc. Le Boulanger, c'est vraiment un naturaliste. Mais bon, il se voit un petit peu contraint d'étudier les fossiles, de faire de la paléontologie. Et donc, entraînant un peu les pieds, il va écrire une courte note sur la structure du bassin des Iguanodons de Bernissart, en notant qu'en fait, le sacrum des Iguanodons de Bernissart est formé par 6 vertèbres, alors que le sacrum des spécimens découverts en Angleterre est composé de 5 vertèbres. Donc pour lui, les Iguanodons de Bernissart appartiennent à une espèce différente de celle des Iguanodons d'Angleterre. Et il va proposer le nom de Iguanodon bernissartensis pour les spécimens de Bernissart. Alors, le problème, c'est qu'il va envoyer son article à l'Académie royale de Belgique pour publication. Qui est directeur de la classe des sciences à l'époque? L'ami Van Beneden. Donc Van Beneden reçoit l'article de Boulanger et va décider de le reviewer lui-même tout seul comme un grand. Alors naturellement, il va détruire cet article. Et comble de la perfidie, donc il refuse la publication de l'article de Boulanger. Par contre, il va publier sa propre critique de l'article de Boulanger qu'il a rejeté. Donc il publie en 1881, Van Beneden publie cet article sur l'arc pelvien des dinosaures de Bernissart qui dit juste le contraire de ce que raconte Boulanger. Donc, à nouveau, Poussin de blablabla Bernissart, découvert par un latiniste, ingénieur du charbonnage. Et donc, il signale que Boulanger propose le nom Iguanodon de Bernissartensis pour les spécimens de Bernissart, en disant que le travail n'ajoute rien à ce que nous connaissons sur la pelvien des Iguanodons. Bon, c'est de la foutaise. Et en conséquence, il n'est pas question de nommer une nouvelle espèce. C'est sur base de cet article. Bon, le problème en biologie, lorsqu'on décrit une nouvelle espèce, donc par exemple Homo sapiens, le nom de l'espèce est suivi du nom de l'auteur qui a pour le premier publié le nom et de la date de ses publications. On sait maintenant que Iguanodon bernissartensis est une espèce valide, donc lorsqu'on la cite dans un article, on est obligé de l'appeler Iguanodon bernissartensis Van Beneden 1881, parce que c'est pas la note de Boulanger qui a été publiée, mais celle de Van Beneden. En fait, on cite la personne qui a dit qu'Iguanodon bernissartensis n'existait pas. Donc c'est quelque chose d'assez unique dans le monde, dans le monde de la taxonomie. Dans tous les cas, bon, résultat des courses, l'ami Boulanger, il est complètement dégoûté. Il part à Londres où
Le Natural History Museum lui offre une jolie place, et Boulanger donc va faire une brillante carrière scientifique en décrivant notamment des tas de lézards, d'amphibiens. Donc Boulanger est vraiment un grand nom de l'herpétologie, mais de l'herpétologie actuelle, pas paléontologique. Donc, de son côté, Van Beneden jubile. Voilà, maintenant, l'étude, ça va me revenir à moi. Bon, Dupont est très embêté parce qu'il n'y a plus personne, à part Van Beneden, il n'a plus personne d'autre sous le coude, jusqu'au 8 avril 1882 où il reçoit une lettre de sollicitation d'un certain Louis Dollo. Alors Louis Dollo, c'est un illustre inconnu, c'est aussi un gars qui a une petite vingtaine d'années, qui est d'origine française, donc il habitait Lille, mais il a migré avec femme et enfants à Bruxelles pour travailler comme ingénieur, c'est un ingénieur, au gazomètre à Bruxelles. Dollo, il adore les sciences naturelles, il essaie quand même, donc on ne sait jamais, donc il envoie une lettre à Dupont en me disant, bon, si vous avez une place de libre, je suis preneur. J'ai écrit quelques sombres articles, bon, enfin, on sent très bien que Louis Dollo n'est pas très convaincu par sa propre lettre de candidature, mais grosse surprise, quelques jours plus tard, Dupont lui envoie une lettre en disant, oui, monsieur Dollo, bienvenue au musée d'histoire naturelle, on vous engage comme aide naturaliste et comme premier boulot, vous aurez à décrire les iguanodontes de Bernissart. Donc, qui est à l'époque la plus grosse découverte paléontologique au monde. Donc voilà, de l'air d'être au bon moment et au bon endroit. Dupont a quand même eu le nez fin parce que très rapidement, Dollo va se révéler comme étant vraiment une grosse pointure en paléontologie. Et en tout cas, il va apporter un regard tout à fait innovant à la paléontologie. Et donc, c'est un ingénieur. Donc, les articles de Dollo, c'est des notes, c'est pas des monographies, c'est des courtes notes, et ça ressemble plus à des démonstrations mathématiques que vraiment des descriptions ostéologiques d'un paléontologue. Et à l'époque, bon, la paléontologie, lorsqu'on décrivait des squelettes, on les étudiait surtout d'un point de vue géologique. On s'était découvert dans telle couche, ça doit avoir tel âge, etc. Et en fait, Dollo va être un des tout premiers à considérer les fossiles sous un angle plus biologique. Et il va développer une discipline qu'on va appeler la paléobiologie. Donc, en regardant les squelettes, on essaie de s'imaginer comment ces organismes pouvaient fonctionner, quelle était leur écologie. Donc à l'heure actuelle, c'est tout à fait évident, mais à l'époque, c'était tout à fait novateur. Donc entre 1882 et 1884, Dollo va publier 5 notes sur les iguanodontes de Bernissart, qui sont vraiment des notes très courtes, mais dans lesquelles il va envisager des questions liées à leur anatomie. Naturellement, la première question, c'est combien est-ce qu'il y a d'espèces finalement à Bernissart? À Bernissart, est-ce qu'on retrouve l'iguanodon mantelli anglais, ou est-ce que c'est comme le prétend Van Beneden, ou est-ce qu'on a une nouvelle espèce comme l'imagine Boulanger? En fait, ce qu'il va voir, c'est que probablement à Bernissart, il y a 2 espèces qui ont coexisté. Donc, et ça, c'est l'objet de sa première note, donc, où il définit les 2 espèces présentes à Bernissart. Dans la seconde note, il va s'attaquer à la locomotion chez les iguanodontes de Bernissart. Est-ce que c'était des bipèdes, des quadrupèdes? Bon, il imaginait que c'était des animaux qui vivaient plutôt essentiellement aquatiques. Bon, c'est bien, à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait vrai, mais Dollo a développé toute une série d'arguments en ce sens. Et dans ses 3e et 4e notes, il va étudier un petit peu ce que mangeaient les iguanodontes de Bernissart et surtout comment ils se nourrissaient.
Oui, voilà un peu donc les deux espèces qu'on va retrouver à Bernissart. Donc on a la forme qu'on pourrait appeler la forme anglaise, donc qui était l'Iguanodon mantelli, donc qui avait été déjà décrite par Owen et compagnie en Angleterre, donc qui est une espèce relativement petite. Bon, ça fait 5-6 mètres de long et c'est relativement gracile. Et donc il n'y a que 1 ou 2 spécimens de cet Iguanodon gracile à Bernissart, et le reste de la population de Bernissart est formée d'animaux de plus grande taille, des animaux nettement plus robustes, nettement plus costauds, donc ils sont les Iguanodon bernissartensis, mentionnés par Boulanger, puis piratés par Van Beneden. La position de ces animaux-là. On dit toujours que c'est de l'eau qui en fait établit cette position en kangourou, mais c'est pas vrai. En fait, c'est de Pau. Lorsque de l'eau est arrivée, il était mis devant le fait accompli parce qu'il y avait déjà 2 spécimens remontés en forme de kangourou. Donc, quelque part dans sa deuxième note sur les Iguanodon bernissart, il a dû essayer de justifier la posture telle qu'imaginée par de Pau, en sachant que probablement c'était pas tout à fait correct. Mai 1883, donc on est ici à proximité, à nouveau, et dans la cour du palais de Charles-Alexandre de Lorraine, on installe une cage, et dans cette cage, on expose le premier squelette d'Iguanodon de Bernissart. C'est vraiment un événement mondain de première importance. Et à la base de ce spécimen, on voit un petit panneau dans lequel il est stipulé que le spécimen a été découvert en 1878 dans la mine de Bernissart par M. Fagès, directeur de la société. Qu'est-ce qui se passe après? Engueulade à l'Académie. Le 7 juillet 1883, donc, notre ami Van Beneden propose une nouvelle conférence en disant que la première détermination a été faite par moi et j'en ai le droit de revendiquer la découverte scientifique. Donc c'est pas Fagès qui a découvert, c'est moi. Voilà. Donc acte, le mois suivant, le 4 août, c'est Dupont, le directeur du musée, qui fait sa petite communication à l'Académie. Les dents d'Iguanodon, en fait, elles sont bien connues par les travaux de Mantel-Cuvier, et c'est facile à la reconnaître. Alors là, franchement, n'importe qui aurait pu reconnaître une dent d'Iguanodon. Donc, les travaux de M. Van Beneden, c'est un peu de la foutaise. Au mois de septembre, il ne se passe rien. 2 mois plus tard, Van Beneden contre-attaque et déclare, en fait, il applique une nouvelle tactique, c'est diviser pour mieux régner. Là, il dit qu'en fait, celui qui a réellement découvert les Iguanodon de Bernissart, c'est de Pau. C'est lui qui a organisé les fouilles, c'est lui qui a organisé. Donc voilà, c'est grâce à de Pau que on connaît les Iguanodon de Bernissart, et c'est donc de Pau c'est à de Pau que devrait être attribuée la paternité de la découverte. Donc de Pau qui est bien entendu un employé de notre ami Dupont. Séance du 3 novembre. À nouveau, c'est Dupont qui contre-attaque en disant « Oui, c'est pas vrai, de toute façon, je vous amène les preuves écrites de ce qui s'est réellement passé. » Et donc, ces preuves écrites, ce sont les documents, là, c'est cette retranscription dont je vous parlais au début de la conférence, des actes des porions du charbonnage, donc, qui étaient retranscrits. Donc, voilà. L'origine des documents qui ont abouti au musée d'histoire naturelle et sur laquelle se base un petit peu l'histoire que je vous ai racontée. Donc il faut être bien conscient que c'est vraiment une histoire réécrite par Fagès pour bien indiquer que c'est lui qui a réellement découvert les Iguanodon de Bernissart.
Quoi qu'il en soit, lors de la séance du 3 novembre, il est déclaré que sur proposition du secrétaire perpétuel, la classe décide qu'elle considère la discussion comme épuisée et qu'elle ne recevra plus dorénavant de communication au sujet de la découverte des iguanodontes berniceae. Désolé, je recommence un peu la tradition. Résultat des courses, c'est qui le vainqueur? Eh bien, c'est lui, c'est Jules Kreter. Voilà. Lorsque vous demandez à Bernissart qui a découvert les iguanodons, tout le monde est d'accord pour dire c'est Jules Kreter. C'est le mineur qui le premier a découvert les premiers ossements à Bernissart. Donc à Bernissart, vraiment, Kreter, c'est une vedette. Hein. Donc il y a une place Kreter, il y a une place Jules Kreter, il y a des bâtiments Jules Kreter. Jules Kreter est absolument partout. Et la légende veut également que ce soit le profil de Jules Kreter qui figure sur la pièce de 50 cents, l'ancienne pièce de 50 cents. Bon, c'est vrai on sait que c'est pas vrai du tout. Ça fait partie de la légende dorée de Bernissart. Bon, ma question est pourquoi Jules Kreter et pas Alphonse Blanchard, parce que les deux étaient présents au même endroit et au même moment. Et assez curieusement, Alphonse Blanchard a complètement disparu de la circulation. Voilà, un petit détail technique, c'est que donc le premier donc squelette était remonté en 1883. On le met dans une cage à l'extérieur de la cour du palais Nassau. Pas de bol, au mois d'août, il fait horriblement chaud, le soleil tape sur les vitres et les os imbibés de gélatine commencent à fondre et se décomposer. Donc d'ardeur, on redémonte le squelette et l'année suivante, on remonte la cage, cette fois munie d'une sorte de parasol tout autour, et on expose dans cette cage les deux premiers spécimens cette fois-ci. Donc vous avez le spécimen type d'Iguanodon bernissarensis et à côté le spécimen du petit iguanodon de Bernissart, donc l'Iguanodon Mantelli. Alors là, c'est incroyable. Donc cette cage attire en 1884 100 000 visiteurs, ce qui pour l'époque est absolument énorme. On est passé de 10 000 à 100 000 en 2 ans. Comme je vous l'ai dit, voilà a été situé le musée à l'époque, donc vraiment dans cet endroit, c'était vraiment minuscule. Alors le pauvre musée, donc voilà, se voit inondé de fossiles d'iguanodons, on ne sait plus où les mettre. Et en plus, le musée se trouve inondé de visiteurs, donc il faut absolument déménager le musée et retrouver vraiment un emplacement qui serait plus digne des iguanodons de Bernissart. Alors, c'est assez marrant parce que, donc, je vous avais montré cette photo, la reconstitution du premier iguanodon de Bernissart en 1878. Là, on s'est baladé avec le photographe du musée dans le petit musée de la bibliothèque royale, et donc on a pu resituer vraiment au carrelage près où a été réalisé le montage du premier iguanodon de Bernissart. Donc cet endroit est encore préservé de façon véritablement à l'identique à l'heure actuelle. Donc, où va-t-on déménager le musée d'histoire naturelle? Bien, à l'époque, il y avait ce bâtiment qui, au point de départ, était destiné à loger des sœurs rédemptoristes et qui assez rapidement a été attribué comme bâtiment administratif du jardin zoologique de Bruxelles. Bon, le jardin zoologique de Bruxelles, c'était une catastrophe intégrale. Ça existait quelques années, mais c'est très, très rapidement tombé en faillite. Donc voilà, il a été décidé de réattribuer ce bâtiment au musée d'histoire naturelle. Alors pour la petite histoire, l'éléphant que vous voyez ici, vous pouvez encore admirer sa dépouille au musée à l'heure actuelle, à côté du mammouth de Lierre.
Donc voilà, ce bâtiment est attribué au musée d'histoire naturelle et inauguré le 22 juillet 1891. Déjà à l'époque, ce bâtiment était encore jugé trop petit pour le musée d'histoire naturelle et Dupont, qui est un petit malin, avait déjà commencé les négociations avec un architecte bien connu à l'époque qui s'appelait Jean Lay pour imaginer une extension à ce bâtiment. Et le jour de l'inauguration, il va en parler au roi Léopold II, dit sire, voilà, notre nouveau bâtiment, il est super, mais ce serait chouette de pouvoir imaginer une petite extension à nouveau pour être sûr que les iguanodontes bernissards soient logés de façon tout à fait décente. Et le roi Léopold II, naturellement, accepte. Bon. Voilà, oui, ça c'est vraiment les photos de l'époque des iguanodontes bernissards. Donc, ces photos datent de 1892. Ils montrent qu'à cette époque, il y avait 5 squelettes qui avaient été déjà remontés en position présumée de vie. Donc, hop. Voilà. Donc, 2 spécimens d'iguanodontes bernissards, 6. Alors, si on voit de l'autre côté, il y a 2 autres qui regardent de l'autre côté du bâtiment, avec au milieu le spécimen d'iguanodon Mantelli. Donc, ici, vous voyez la queue du spécimen, du premier spécimen qui a été qui a été préparé par Dupont en 1878. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la situation en 1892. Il y a 5 spécimens qui sont montés. Et donc, voilà, entre 1892 et 1905, on va commencer à construire l'aile, ce qu'on va appeler l'aile Jean Lay. Alors vous voyez ici les plans initiaux imaginés par Jean Lay. Donc vous avez le bâtiment d'origine, donc ce qu'on appelle le couvent, avec 2 ailes perpendiculaires. Cette aile-ci était destinée aux faunes de Belgique et celle-ci à la faune du Congo. Donc très rapidement, on a laissé tomber cette aile-ci qui était transformée en... voilà. À la place, on a construit le musée à Tervuren. Donc voilà les travaux de l'aile Jean Lay dans les années 1890, donc vue externe et vue interne. Donc vous pouvez voir, c'est typiquement l'architecture de l'époque, l'architecture qu'on pourrait dire de type Eiffel, avec énormément de métal et de verre. Donc l'éclairage était assuré par d'immenses verrières, donc on avait vraiment un éclairage optimal pour laisser les spécimens exposer. Et comble du luxe pour l'époque, ils avaient déjà installé l'électricité pour compenser à certains endroits le manque d'éclairage. Et voilà, donc le 24 octobre 1905, on inaugure l'aile Jean Lay du musée d'histoire naturelle. Donc vous pouvez voir, donc voilà, les visiteurs entrent par là. Et le rez-de-chaussée est consacré aux faunes fossiles de la Belgique. Donc on rentre, en fait c'est une plongée dans le temps. On commence par les faunes du Quaternaire. Donc le mammouth de Lyre est ici et vous avez tous les squelettes des animaux des cavernes. Puis ici, le deuxième palier, vous avez la faune du Tertiaire, avec surtout les squelettes de baleines et d'autres cétacés découverts dans le néogène de la région d'Anvers. Troisième palier, vous avez les expositions des reptiles marins de l'ère secondaire, et tout au fond, vous pouvez voir donc les squelettes des iguanodons de bernissards. Donc en fait, en 1905, 10 squelettes ont été remontés en position présumée de vie. C'est toujours et les autres squelettes, jugés un peu moins beaux, ont été exposés dans une fosse à part, donc à côté de ces spécimens-là, et ils sont présentés en position telle qu'on les a retrouvés au fond de la fosse Sainte-Barbe entre 1878 et 1881. « 1914, petit problème en Europe. La Belgique est en grande partie occupée par les forces allemandes. Et
cet individu, qui s'appelle Otto Jäckel, est en 1915 capitaine de l'armée, capitaine de réserve de l'armée d'occupation allemande, et il est caserné à Bruges. Jäckel, c'est un paléontologue bien connu. Donc, il est professeur à l'université de Greifswald, mais avant, il était au musée d'histoire naturelle de Berlin. Et c'est notamment lui qui a dirigé les fouilles et l'étude du squelette de Plateosaurus à Alberstadt au début du XXe siècle. Donc, c'est un grand paléontologue des vertébrés allemand à l'époque. Il est en Belgique, il est dans les troupes de réserve, donc il s'emmerde un peu. Et donc dès 1915, il va commencer à harceler les forces d'occupation allemandes pour qu'on reprenne des fouilles à Bernissart, qu'on extrait de nouveaux squelettes et qu'on envoie ces squelettes en Allemagne, dans les différents grands musées d'histoire naturelle. Les forces d'occupation, à l'époque, avancent un petit peu à reculons, parce que la région de Boren est extrêmement utile pour eux, parce qu'il y a de grandes quantités de charbon qui sont extraites, et ce charbon est envoyé en grande partie en Allemagne. Donc, on ne va pas se mettre à dos les producteurs de charbon de la région Boren en insistant trop qu'ils fournissent les squelettes de nouveaux squelettes d'iguanodon de Bernissart à l'Allemagne. C'est vraiment un sujet très touchy pour l'époque, mais finalement, Otto Jäckel réussit à convaincre les autorités allemandes qui forcent un petit peu le charbonnage de Bernissart et le musée royal d'histoire naturelle de Bruxelles de réentreprendre de nouvelles fouilles à Bernissart pour extraire de nouveaux squelettes. En 1915, les directeurs du musée d'histoire naturelle et également du charbonnage ne sont pas du tout d'accord. Ils s'opposent à ce plan, puis ils décident que écoute, on va quand même essayer on va pas trop se mettre au dos les autorités d'occupation allemandes. On va faire de nouvelles fouilles à Bernissart, mais à notre propre rythme. Donc voilà. Vous voyez ici le plan de la nouvelle fouille qui est envisagé à l'époque. Donc en fait, le puits Sainte-Barbe, il est ici. On rentre par la galerie à moins 322 mètres. Puis à un certain moment, on va descendre à moins 340 mètres pour retrouver de nouveaux squelettes. Ça sert à rien de fouiller le même endroit qui était fouillé dans les années 1880. Donc voilà, ceci c'est une photo de l'équipe qui était embauchée pour creuser ces galeries à l'époque. Donc ce sont naturellement des mineurs locaux, et on a des témoignages montrant que on n'avance pas très vite, quoi. On n'avance pas très vite. On y met toute la mauvaise volonté du monde, et finalement en 1878, lors de l'armistice, il se trouve à peu près à ce niveau-ci, à une bonne dizaine de mètres du cran aux iguanodons. En fin de la guerre, naturellement, ces fouilles ont été payées à l'époque par les charbonnages de Bernissart, donc ils envoient la facture au musée d'histoire naturelle, qui, mais rassurez-vous, ça n'a pas été payé, ça a été considéré comme dommage de guerre et remboursé par l'Allemagne dès 1919. Super, on a une toute nouvelle galerie à Bernissart, on va pouvoir continuer les fouilles. Ça c'est un peu le rêve du musée d'histoire naturelle, mais le 21 septembre 1921, catastrophe, le directeur du musée, donc Gustave Gisson, reçoit une lettre du directeur du charbonnage lui annonçant l'arrêt définitif du siège d'exploitation du puits Sainte-Barbe à Bernissart. Donc en fait, si le musée désire continuer les recherches à Bernissart à son propre compte, il devra prendre à sa charge les frais d'exode, donc il faut enlever toute l'eau, et aussi les frais de ventilation, et ça coûte environ 1 million de francs par an. Une sérieuse inflation après la guerre. Donc, Gustave
Gustave Gilson va adresser un courrier à son ministre des Sciences et des Arts, qui est le fameux Jules Destré. Et Jules Destré lui répond rapidement que le Conseil des ministres ne voit pas la possibilité, quel que soit l'intérêt scientifique de Bernissard, d'engager actuellement une dépense de plusieurs millions. On est à la sortie de la guerre, il y a d'autres priorités, ça se comprend un peu. Gilson va contacter... essaye de rameuter tout le monde, contacte tout le monde, il envoie des courriers au roi, et il va même jusqu'à contacter Herbert Hoover, qui est le futur président des États-Unis, et qui préside alors la Belgian American Education Foundation. C'est cette fondation qui est responsable qui a permis, en tout cas, qui a fourni les fonds pour la reconstruction de la bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, et qui a également versé à l'époque des fonds très importants à l'ULB. Donc ici, vous avez l'original de la lettre de Gilson à Herbert Hoover, mais à nouveau refus. Et donc le 27 octobre 1922, Gilson renvoie un courrier en Destré en disant que voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est de combler le puits numéro 3 de Cendré, mais en plus, la conservation, même si on fait ça, c'est pas vraiment assuré. Et voilà, finalement, on a loupé la dernière occasion de poursuivre des fouilles économiquement, des fouilles à Bernissard, et que voilà, c'est irrévocablement perdu, et pour la science nationale et universelle, c'est un véritable désastre. Voilà, donc en fait, plus personne ne pourra accéder au gisement de Bernissard. Voilà. Bon, naturellement, l'histoire des iguanodons se poursuit, notamment au musée d'histoire naturelle. En 1936, on constate que les squelettes sont en très mauvais état, et on va décider à nouveau les démonter, et on va exposer les squelettes dans des cages. Là, c'est vraiment quelque chose de très intelligent au niveau marketing. On construit les plus grandes cages du monde pour abriter les iguanodons de Bernissard. Donc ça, c'est 1936. En 2002, un des iguanodons va retourner au bercail. Donc, et on construit à l'occasion un nouveau musée à Bernissard, qui est le musée de l'iguanodon. C'est extrêmement important pour les gens de Bernissard. Et en 2007, on décide de rénover complètement les Jean-Lay, après un siècle de bons et loyaux services, et on va construire 2 nouvelles cages flambant neuves pour les iguanodons de Bernissard. Bon, la question c'est, est-ce qu'il y a toujours des iguanodons à Bernissard, ou est-ce qu'on a tout fouillé ? En 2002, la faculté polytechnique de Mons et le musée d'histoire naturelle décident d'entreprendre une campagne de forage à Bernissard. Donc on va forer 4 sondages, dont un traverse entièrement les couches d'argile du cran des iguanodons. Donc on récupère en fait toutes les carottes. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est que à 4 niveaux, on va retrouver dans les carottes des traces d'ossements. Alors vous imaginez la probabilité, en faisant un trou de ce diamètre-là, de tomber sur un os. Moi à l'époque, je me rappelle, je dis arrêtez, on va jamais rien trouver. Ben tiens, on a retrouvé des os à 4 niveaux, et ces niveaux correspondent plus ou moins aux 4 niveaux dans lesquels on a retrouvé les iguanodons à Bernissard dans les années 1880. Donc ça veut dire que le sous-sol de Bernissard était encore réellement truffé de squelettes de dinosaures. Il ne reste plus qu'à trouver les financements pour entreprendre de nouvelles fouilles. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Un tout grand merci, j'ai été particulièrement long, veuillez m'en excuser.